va juste évoquer en fait une période pas forcément très connue chez nous et qui est pourtant très très importante pour comprendre le Japon moderne, qu'on appelle l'ère Meiji. Vous avez peut-être entendu parler. Bien sûr, c'est notamment évoqué dans un célèbre film, je crois. Vas-y, Raphaël, je te laisse en parler. Oui, oui, oui. Oui, le plus grand film de tous les temps, à savoir le. Rien que ça. Rien que ça, Alors, toujours. J'adore ce film. le dernier samouraï, effectivement. Donc, d'ailleurs, on évoquera peut-être un tout petit peu plus loin, puisqu'il y a des éléments historiques sur lesquels alors, le film n'est pas officiellement basé, mais on sent très très fort l'inspiration quand même. La révolte de Satsuma? Oui, et puis surtout les expéditions, notamment l'expédition militaire française au Japon 16, ouais, tout à fait. durant, Le bonnet. durant la guerre du Boshu. Mais bref, une- Pour le moment, ça n'est pas le moment, nous en parlerons oui, tout à l'heure. on Pardon. va faire. Pour faire très simple, lorsque les Européens reviennent au Japon après qu'il se soit renfermé sur lui-même, après donc la période dont ça parlait Nico, donc période du shogunat Tokugawa durant lequel le Japon se referme, eh bien le Japon va voir débarquer de nouveau les Européens sur ses côtes au 19e siècle. Et cette fois-ci, la grande différence, c'est que l'écart technologique s'est accru, qu'il y a de nouveaux joueurs, entre guillemets, sur la partie d'échecs mondiale des grandes puissances, et que le Japon se retrouve en plein milieu de tout ça, et il va devoir réagir vite ou être vaincu par les puissances occidentales. Et cette période va voir l'émergence donc de ce Japon moderne, et c'est l'un des très rares États qui a accompli une véritable révolution autant culturelle que technologique en un laps de temps très court, puisqu'en l'espace d'à peu près 50 ans, voire même moins que ça, en fonction de la manière dont on lit la chose, le Japon va passer d'un régime féodal comparable, pour vous donner, chers auditeurs occidentaux, comparable à la France de la Renaissance et de la fin du Moyen Âge, à un État moderne du début du XXe siècle. Et tout ça en moins de 50 ans. Donc autant vous dire que niveau bouleversement dans la société japonaise, ça se pose là. D'ailleurs, on va pas rentrer dans tous les détails de cette transformation parce que il faudrait parler d'une demi-douzaine de guerres civiles, en tout cas de conflits civils, plus tout un tas d'interventions. Pour le faire assez simplement, les Japonais vont subir un certain nombre de crises au milieu du 19e siècle, de crises économiques, de crises sociales, et vont voir débarquer notamment les Américains, qui vont les forcer littéralement à la pointe du canon à ouvrir leur marché intérieur au commerce avec les États-Unis. Et ceci va déclencher la fin du shogunat Tokugawa, qui contrôlait le Japon depuis plusieurs siècles. La chute du shogunat va laisser la porte ouverte, entre guillemets, aux empereurs du Japon. Donc, comme le disait Nico, les empereurs en tant qu'empereurs divins, c'est-à-dire la figure centrale du Japon, vont leur laisser la place de reprendre du pouvoir. Et ceux-ci vont faire le choix, l'empereur Meiji va faire le choix de s'ouvrir vers l'Occident, d'ouvrir son pays vers l'Occident et de le moderniser à marche forcée. Alors bien sûr, donc ça ne se fait pas de manière simple, et lors de première phase de transition, les quelques partisans du shogunat vont d'ailleurs entamer une guerre civile contre les partisans de l'empereur et de l'ouverture à l'Occident. Et c'est durant ce conflit, donc ce qu'on évoquait juste avant, que la France va faire le choix de soutenir le shogunat, alors que les Britanniques, par exemple, vont faire le choix de soutenir l'Empire du Japon. Ils font toujours ça pour nous embêter, eux. Ouais, en l'occurrence, il y a beaucoup de, comme vous vous en doutez, très chers auditeurs, il y a beaucoup de jeux en plus derrière les différentes puissances européennes et américaines qui viennent se mettre dans la partie pour essayer d'en tirer profit. En l'occurrence, la France dirige notamment en arrière-plan la modernisation des armées du shogunat, et elle espère bien à la fois pouvoir avoir un allié dans la région, mais aussi et surtout avoir un débouché commercial pour son industrie d'armement. D'ailleurs, les Français vont rester assez longtemps avec les troupes du shogunat, même après leur principale défaite, même après que le dernier shogun Tokugawa se soit rendu, et que les troupes de samouraïs encore fidèles à la cause se soient repliées jusque sur l'île d'Hokkaido, située tout au nord de l'archipel du Japon. Les Français ne partiront que après le débarquement de troupes impériales sur place, et la défaite entre guillemets consommée de ces partisans de l'ancien régime. Cependant, bien loin de faire mettre un terme
aux différentes problématiques que le Japon doit affronter, en fait, la défaite du shogunat durant la guerre de Boshin, ou Boshin, alors là par contre, on a une prononciation, au revoir, la défaite donc du shogunat n'a fait qu'ouvrir la porte à cette occidentalisation du Japon. Et pendant de longues décennies, il va y avoir plusieurs crises, des crises politiques, puisque le Japon doit se choisir un modèle pour pouvoir construire son État, son administration, mais aussi ses institutions, et que chez les Japonais vont se faire valoir deux modèles en opposition, un modèle plus autoritaire, notamment favorisé par l'oligarchie japonaise, menée par les grandes familles de daimyo, c'est-à-dire de seigneurs du sud du pays, qui ont mené la révolte contre le shogunat. Un modèle donc autoritaire basé sur le modèle prussien, le modèle allemand, et de l'autre côté, un modèle plus libéral basé plutôt sur le modèle britannique. Ces deux oppositions entre libéraux d'un côté, conservateurs de l'autre, vont se poursuivre durant la deuxième moitié du XIXe siècle et vont in fine aboutir à la création d'un régime mixte. C'est-à-dire qu'il y aura deux chambres au Japon, une chambre élue et une chambre de pairs, un peu à la mode des chambres hautes des parlements, notamment du Parlement britannique, de la Chambre des Lords. Ce système va permettre au Japon d'être la première démocratie en Asie. Alors démocratie, attention, très loin d'être complète à ces périodes-là. D'ailleurs, quels que soient les pays, on parle pas de démocratie complète. Le Japon n'a pas de suffrage universel. Au début, il a simplement un suffrage censitaire. Il y a moins d'un demi-million de personnes qui peuvent voter. Donc on n'est pas du tout sur la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Accessoirement, les oligarques dont je parlais juste avant, les grands seigneurs du pays, vont être les premiers à profiter de l'occidentalisation, puisque, étant les grands possesseurs terriens, ce sont eux qui vont principalement pousser l'industrialisation, construire des usines, construire des voies de chemin de fer, et donc évidemment profiter des bénéfices associés. Ils vont d'ailleurs bien s'investir dans les partis politiques, et pendant quasiment 20 ans, c'est un parti conservateur, entre conservateur et libéralisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il mixte certains éléments de l'oligarchie et certaines idées libérales, notamment au niveau économique, et ce régime-là va tenir pendant très longtemps. Malheureusement, dans toute cette effervescence, alors s'il y a des éléments plutôt positifs, notamment sur la liberté de la presse, il y a un élément qui va être à la cause de la chute progressive de la démocratie au Japon et de l'émergence d'un régime autoritaire, militaire et ensuite fasciste. C'est une clause qui est inscrite à la toute fin du XIXe siècle dans les institutions japonaises qui laisse le rôle du ministre des armées et du ministre de la marine à des militaires en exercice. Or, vous sentez peut-être venir la tuile, les militaires sont principalement issus, notamment dans les très hauts rangs de l'armée, des mêmes familles d'oligarques, des mêmes familles de grands seigneurs que les politiques, notamment les plus conservateurs. Donc déjà, forcément, ça va leur donner un impact politique assez important, mais surtout, le gouvernement ne pouvant pas fonctionner sans ministre des armées, si l'armée refuse de fournir un ministre, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Donc de facto, ça donne un droit de veto à l'armée japonaise sur la composition du gouvernement. Et si dans les premières décennies, à la fin du 19e siècle, mais surtout dans les 20 premières années du 20e siècle, l'armée n'a pas encore conscience de ce poids politique dont elle dispose, ce qui fait d'ailleurs que certaines ambitions diplomatiques et géopolitiques, comme la conquête de la Corée, vont prendre un certain temps à la fin du 19e siècle, alors que conquête de la Corée dans l'histoire de la diplomatie et des conquêtes japonaises, c'est sans doute l'objectif numéro 1 de tout temps, quelle que soit la période, pour les différents gouvernements japonais. Au début de cette ère Meiji, ça va prendre un peu du temps à se mettre en place, notamment parce qu'on a toujours un pouvoir civil qui prime face à un pouvoir militaire. Malheureusement, celui-ci, si vous écoutez notamment, je pense, on en a déjà parlé sur l'épisode de la guerre contre la Chine, celui-ci va malheureusement prendre le pas et détricoter petit à petit ce qui avait créé l'exception japonaise. Exception donc qui a quand même réussi à faire passer, on l'a dit, le Japon d'un régime féodal dans laquelle on a des castes
notamment caste de samouraï on aurait pu en reparler, on pourra peut-être en reparler dans un autre épisode, très comparable d'ailleurs à la caste, ou en tout cas au rôle social des chevaliers en France. On va passer donc de cette société-là à une société de barons d'industrie, de chemin de fer, et pendant un court laps de temps, du coup, entre les années 1870 et 1900, on va avoir deux mondes, du coup, complètement différents, qui vont cohabiter ensemble, et on va avoir cette transformation à la fois très rapide, mais suffisamment lente, et ce qui fait que si vous regardez les photos d'époque du Japon, les photos de cette période-là, vous vous retrouvez avec des individus qui portent un costume 3 pièces avec un chapeau melon, et un katana à la ceinture, où vous avez des individus en kimono traditionnel, avec une serviette d'industriel et un colt à la ceinture. C'est d'une image qui je trouve est très steampunk. Dans l'idée, on a vraiment j'ai vraiment cette image voilà, d'un Japon très steampunk qui est assez chouette, et d'ailleurs qui, pour les plus rôlistes d'entre vous, sont un excellent contexte pour poser du steampunk pour vos parties de jeux de rôle. Ah ouais, j'avoue. Déjà parce qu'il y a énormément de retournements de situation en tout genre. Comme je l'ai dit, il y a des guerres civiles, il y a des assassinats, il y a des factions politiques, l'émergence de tout un tas de technologies au Japon, y compris le communisme. On le sait assez peu parce qu'on imagine très rarement les Japonais adeptes de l'idéologie communiste au vu de la centralité du libéralisme dans leur économie et dans leur vie politique. Et pourtant, très très fort mouvement anarchiste et communiste au Japon, qui sera bien sûr réprimé par les autorités, qui va commettre aussi tout un tas d'attentats, dans ce qu'on appelle l'action directe. Il va y avoir l'émergence des syndicats aussi. Donc il y a vraiment toute une période comme ça que je vous invite à aller explorer, chers auditeurs, parce qu'elle permet comme ça de créer dans votre tête, pour vos parties de jeux de rôle, ou tout simplement pour vous émerveiller, des images où vont se croiser dans la baie devant Tokyo de petites jonques de bois et de toile, et des croiseurs de combat cuirassés qu'on verrait dans des Ghibli, normalement. Voilà, donc petit résumé pour vous donner envie d'aller explorer l'ère Meiji du Japon. C'est vrai que ça fait des visuels qui sont assez impressionnants et c'est très chouette. De toute façon, les périodes de transition, je trouve ça toujours hyper intéressant parce que tu as toujours deux mondes qui sont mélangés l'un dans l'autre. Et Ouais, pour ça, moi, l'RMG, c'est elle est vraiment, vraiment super. Ouais. Un pays entre tradition et modernité, quoi. Finalement. Non, mais oui. Quelqu'un le fasse. Non, je l'ai Bravo. fait, je me suis sacrifié pour vous. Ah, là, là. Mais au moins, ouais, c'est clair. On peut pas Voilà. faire un spécial Japon sans le mentionner. Merci de t'être sacrifié, Clément. Il fallait. Non, mais ouais. C'est vrai que les périodes de transition sont souvent très chouettes parce que ça permet évidemment la rencontre de quelque chose de nouveau dans des sociétés. Ça a toujours un intérêt, je trouve, plus important pour notamment nous en JDR pour faire découvrir des choses aux gens. Mais celle-là est vraiment l'ère Meiji, elle dispose quand même d'une aura un peu particulière, je trouve, parce qu'on n'est pas sur des changements juste politiques ou des changements juste technologiques. On est vraiment sur un bouleversement total de la société qui est retourné de A à Z, où les castes sociales qui, aux périodes antérieures, étaient extrêmement fortes, dans lesquelles voilà, un paysan n'avait pas le droit, ne serait-ce que de regarder un seigneur dans les yeux, sous peine d'être exécuté sommairement, va passer à une société où, alors, loin d'être égalitaire, c'est l'une des questions qui tourmente toujours le Japon aujourd'hui, notamment pour ces questions entre hommes et femmes, les questions d'égalité entre hommes et femmes. Mais malgré tout, qui va se libéraliser à vitesse grand V. Et oui. Donc je trouve que l'ère Meiji, c'est vraiment l'épitome de cette espèce de choc des civilisations entre ceux qui se déplacent, entre le samouraï qui se déplace à cheval et l'industriel qui prend le train, quoi. Dans le train, ouais, c'est ça. Ce qui veut dire que voilà, vous voulez faire de la scène, des scènes mémorables, majeures dans votre partie ou dans votre scénario, parce que ça marche aussi pour les auteurs. Vous pouvez littéralement avoir, c'est historique, des samouraïs à cheval en train de galoper derrière un train, comme dans un western. Dans un western. Vous pouvez avoir tout ça, que ça soit cohérent. Vous pouvez mettre des ninjas au milieu si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Et à boire et à manger, quoi. Voilà. C'est très riche. Ouais, c'est carrément très riche. Merci du coup, Franck, pour cette très, plongée très- au cœur de l'ère Meiji et pour ces
toutes ces idées de scénarios qui popent dans l'esprit de nos chroniqueurs et de nos auditeurs. De toute façon, l'histoire regorge de choses intéressantes pour cela. Et je pense qu'il est temps pour nous enfin si cela vous convient, de mettre fin à notre enregistrement. Au début, je voulais donner la parole à Raphaël pour qu'il donne peut-être la conclusion, mais il est déjà reparti, donc ça aura été vraiment très éphémère comme arrivée. Mais où que tu sois, Raphaël... Le Raphaël est un Pokémon légendaire. Oui, c'est ça, dur à attraper. C'est un yokai. C'est un yokai exactement très ça, un compliqué yokai. à récupérer. Mais on te salue où que tu sois, Raph. Quand tu reviendras, nous ne serons probablement plus dans le Discord. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.